l'idée, c'est de revenir un peu plus dans le détail de certaines pratiques de GRH, et donc d'organiser le cours autour de 6 séances de 3 heures de cours magistraux. Enfin, ils sont considérés comme tels dans l'emploi du temps, mais en réalité, compte tenu des conditions donc de l'enseignement, ça signifie qu'on va se retrouver 8 fois, enfin, pendant 8 semaines, sur des séances donc à distance de 3 heures. Alors en espérant que peut-être les 2 dernières séances, on puisse les faire en présentiel, notamment parce que, en règle générale, je constitue des groupes, puisque je vous fais travailler sur des études de cas, donc, et notamment sur une étude de cas qui est évaluée. C'est une des modalités de l'évaluation de ce cours de pratique de GRH. D'ailleurs, je reviendrai un peu après. Donc, on verra comment on va s'organiser par la suite, en fonction de l'évolution des conditions sanitaires. Alors, l'organisation du cours, donc c'est un cours de 30 heures au total, puisqu'il y a des séances de 3 heures et puis plusieurs séances donc, de 2 ou 3 heures, je ne sais plus exactement. Enfin, au total, ça fait 7 heures, il me semble, d'équivalent TD. Toujours est-il qu'on va aborder donc 5, on va dire 6 dimensions de la fonction RH. On n'aura pas la possibilité de voir toutes les dimensions constitutives de la fonction ressources humaines, mais on va avoir les principales, et puis ça permettra à ceux d'entre vous qui veulent s'orienter, par exemple, sur un master ressources humaines à partir de l'année prochaine, d'avoir les principaux fondements de la gestion des ressources humaines, et ensuite d'approfondir évidemment d'autres aspects, d'autres dimensions de cette fonction. Alors, comme je le disais, une première séance qui se veut introductive, donc on va revenir vraiment sur la définition, les contours de la fonction, ce qu'elle représente, comment elle se concrétise dans les organisations. Une seconde séance, alors peut-être, les séances ne correspondent pas exactement aux interventions, c'est-à-dire qu'on va peut-être introduire la GRH sur une séance et demie, où tout va dépendre de la vitesse à laquelle on avance. J'ai finalement assez peu d'éléments de comparaison avec les années antérieures, puisque comme il va y avoir certainement moins d'interactions entre nous, et comme les méthodes pédagogiques que je vais employer vont être un peu différentes, il est possible qu'on passe plus rapidement que d'habitude sur certains points. Enfin bon, on verra. Donc globalement, en tout cas, ce que je veux aborder avec vous, c'est dans un premier temps, dans un second temps, plutôt après la séance introductive, revenir sur tout ce qui touche au dialogue social dans les organisations, dans les entreprises, donc ce qu'on appelle les relations professionnelles ou les relations industrielles, donc tout ce qui concerne les liens entre les organisations syndicales qui représentent les salariés et puis les organisations patronales, tout ce qui touche en fait aux relations entre employeurs et salariés, et notamment les relations institutionnelles. Donc on verra ça dans un temps, certainement à partir de la semaine prochaine. Dans un troisième temps, je pense qu'il est important qu'on voit la question du recrutement, parce que même si vous n'envisagez pas une carrière de spécialiste ou de cadre de la fonction RH, vous allez être à un moment ou à un autre en tant que candidat à un poste, donc vous allez être à un moment confronté aux pratiques de recrutement des entreprises. Donc c'est à la fois un intérêt pour vous en tant que futur cadre d'entreprise, mais aussi en tant que futur candidat à un poste de cadre dans une entreprise. Donc la question du recrutement, c'est une question qui me semble essentielle et sur laquelle on reviendra ensemble. La question de l'appréciation du personnel est aussi une question importante pour la fonction RH. C'est une des activités principales de la fonction, c'est l'évaluation du personnel, et à travers cette évaluation, c'est aussi faire en sorte que les personnes soient donc les plus aptes à occuper leur poste. Donc ça, c'est donc une dimension de la fonction qu'on abordera aussi. La question de la rémunération et des pratiques de rémunération qu'on peut mettre en place pour motiver, susciter l'effort des salariés. Donc on verra qu'il y a un certain nombre de pratiques de rémunération qu'on peut adopter. Et là encore, c'est un élément clé de la fonction RH, comme on le verra.
Et puis, on abordera aussi la gestion des carrières. Donc il y a beaucoup d'autres dimensions qu'on aurait pu aborder, que je n'aborderai pas au cours de cette année. Je pense notamment à la gestion des emplois, la gestion des emplois et des compétences, la gestion des compétences. Donc on aurait pu aussi évoquer d'autres aspects de la fonction RH, mais on n'aura pas le temps de tout voir au cours de ces 30 heures, donc il fallait faire un choix, et c'est le choix que je vous propose. Voilà. Alors en termes d'organisation du cours, en règle générale, c'est vrai que c'est un cours magistral, mais quand même avec quelques ruptures dans les modalités pédagogiques, puisque lorsque j'assure ce cours en présentiel, je propose des temps d'études sur des documents, des temps d'études de cas. Donc on va fonctionner un peu de la même manière, sauf qu'on va le faire à distance, ce qui veut dire que je ne vais pas me contenter, et vous n'allez pas devoir subir 3 heures de discours, enfin d'un monologue de ma part, et que je vais vous proposer au cours de ces 3 heures quelques plages donc consacrées à des études de cas. En l'occurrence, j'ai une étude de cas à vous proposer aujourd'hui, sur laquelle je vous demanderai de travailler de votre côté, mais sans vous déconnecter, mais de travailler dessus pendant une vingtaine de minutes. Et puis on discutera ensemble de cette étude de cas en espérant que les interactions soient suffisantes entre nous pour que ces discussions soient suffisamment riches. Sinon, ça relèvera du monologue de ma part, et ce serait un peu dommage. Donc je compte sur vous pour participer, intervenir, prendre la parole et répondre aux questions que je vous poserai à la suite donc, de la lecture du cas. Et ça permettra aussi de changer un peu le rythme et de ne pas vous imposer, donc, comme je le disais, 3 heures de monologue. Alors ça étant, je vous proposerai quelques pauses. Donc on prendra certainement une pause de 15 minutes ou peut-être 2 pauses de 10 minutes, je ne sais pas encore, on verra. Peut-être que c'est préférable de proposer 2 pauses compte tenu des conditions d'enseignement donc actuelles. Voilà, alors pour toujours dans la perspective de présenter le cours, alors quels sont les objectifs du cours? Les objectifs sont assez généraux en fait. Alors je vais pas, on va le voir, je ne vais pas vous présenter une boîte à outils, un ensemble de best practices, enfin de pratiques, de meilleures pratiques qui s'imposeraient à toutes les entreprises et qui permettraient de bien gérer les ressources humaines dans une entreprise. C'est pas ça l'objectif du cours, et on le verra. La GRH est tellement contingente, elle dépend tellement des organisations qu'il est même difficile d'établir les bonnes pratiques de GRH qu'il faudrait adopter en tout temps, en tout lieu, quelles que soient donc les entreprises ou les organisations en général. Donc les objectifs du cours, c'est de comprendre déjà, dans un premier temps, les interactions entre les pratiques de GRH ou sa politique de GRH, donc ces interactions entre pratiques et les stratégies, la politique générale de l'entreprise, et les choix d'organisation qui peuvent être faits. Donc on verra tout au long de mon intervention que les pratiques de GRH s'inscrivent dans une stratégie plus générale de l'entreprise et du coup est en interaction avec les autres fonctions de l'entreprise. Quand je parle des fonctions, ça fait référence évidemment, comme vous le savez, aux fonctions commerciales, aux fonctions financières, aux fonctions de production qu'on retrouve généralement dans les organisations. Donc ça, c'est un des objectifs du cours. Alors, très rapidement, vous allez vite comprendre l'importance de cette interaction et des choix d'organisation sur les pratiques de GRH, notamment à travers la première étude de cas que je vais vous proposer. Le deuxième objectif, c'est de mieux comprendre finalement les décisions qui peuvent être prises. Et à travers certaines études de cas, je vous demanderai vous-même de vous placer en tant que responsable RH, voire responsable d'entreprise, dans le cadre d'une PME par exemple, qui dispose très rarement d'une fonction, enfin d'une direction RH, mais qui va prendre des décisions RH. Le chef d'entreprise, chef d'entreprise de TPE ou de PME. Et donc de vous mettre à cette place et de participer finalement à des prises de décision. Alors, tout ça à travers donc quelque part des jeux de rôle ou des cas un peu emblématiques.
Parmi les objectifs, bon, il y a évidemment bon, la question de l'évaluation des processus de GRH qui peut aussi faire l'objet d'une discussion et sur lesquelles je reviendrai, de la mise en œuvre de certaines pratiques, comment elles peuvent être mises en œuvre, et puis du lien entre, ou en tout cas une connaissance un peu plus large des spécialistes de la fonction et de ceux qui sont amenés à prendre ces décisions dans les organisations. Et comme je le disais à l'instant, ces décisions, elles peuvent être prises au niveau d'une direction des fonctions ressources humaines qui existent dans l'organisation, comme ces décisions peuvent être prises par le dirigeant lui-même lorsqu'il s'agit de petites structures, voire par le cadre qui est amené à faire de la gestion des ressources humaines lorsqu'il manage une équipe, même si cette équipe est limitée à quelques collaborateurs. Bon, sur les règles et méthodes pédagogiques que je présente habituellement, là je vais m'en passer, puisque là je ne vais pas vous demander de limiter l'utilisation de vos ordinateurs, puisque j'imagine que là, vous pouvez prendre les notes en direct et c'est le seul moyen d'accès que vous avez à ce cours. Donc, donc comme vous avez tous coupé vos micros, j'ai aucun problème de retour de son et aucun moyen de vérifier que vos portables soient éteints. Bon, tout ça pour dire aussi qu'en termes de méthode pédagogique, surtout, comme je le disais, l'idée c'est d'apporter quand même quelques éléments théoriques, donc connaissance de la fonction RH, travailler sur des jeux de rôle, des études de cas, et puis bon, si possible donc de susciter des discussions entre nous et de éventuellement trancher certains débats. Alors pour ce faire, il existe de nombreuses références donc, dans la littérature qui traitent de la fonction ressources humaines ou de la gestion des ressources humaines. Alors je suis obligé, et je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, de faire un peu de publicité pour des manuels qui ont été coécrits par mes collègues, enfin coécrits avec des collègues plutôt. C'est-à-dire que je suis l'auteur de deux ouvrages, deux manuels. Alors il y en a un qui est plutôt un manuel, qui est quand même un pavé de presque 400 pages, qui a été publié l'année dernière, donc aux éditions de Book, avec mes collègues Loris Guéry, Yves Moulin, Marc Salesina et Anne Stevenot, que vous connaissez certainement par ailleurs, parce que, enfin je pense peut-être pas tous, mais qu'un grand nombre d'entre eux sont déjà intervenus dans votre cursus de formation, soit en première année, soit en deuxième année, soit éventuellement cette année. Donc ce sont tous des collègues qui sont professeurs donc à l'IAE de Nancy, et nous avons donc publié cet ouvrage collectif l'an passé, et qui reprend bien toutes les dimensions, toutes les pratiques, toutes les théories de la fonction RH. Donc en tout cas pour les étudiants qui souhaitent poursuivre un parcours dans le domaine de la GRH, je pense que c'est un ouvrage essentiel. Évidemment, je ne veux pas dire le contraire, parce qu'il reprend, qu'il est relativement exhaustif, qu'il reprend bien tous les éléments théoriques, ce qu'on ne retrouve pas toujours dans tous les manuels de GRH. Donc c'est un manuel assez approfondi, qui est plutôt, bon, je dirais, destiné à un public de master, c'est vrai, mais qui peut être utile pour un public d'étudiants de troisième année de licence. Ça, c'est vraiment un manuel pédagogique universitaire, assez riche en références, en bibliographique, qui peut être donc un premier appui, et que vous pouvez trouver aussi, vous pouvez consulter évidemment à la bibliothèque universitaire. Je ne vous demande pas de l'acheter évidemment, puisque c'est quand même un ouvrage qui est relativement cher, qui doit être au moins à 30 € sur le marché, donc c'est pas forcément un ouvrage que vous devez acheter, mais au moins que vous devez consulter, et que vous pouvez consulter gratuitement à la bibliothèque. L'autre ouvrage, c'est un ouvrage qui est un peu plus théorique, qui est plutôt destiné donc à des spécialistes du domaine, que j'ai publié avec Marc Salesina il y a 2 ans maintenant, qui s'appelle GRH et relations de travail, et qui est beaucoup plus théorique. Donc je vous le présente pour en faire un peu sa publicité, mais ce n'est pas un ouvrage majeur, en tout cas en licence. Je ne vous conseille pas de lire cet ouvrage, sauf si vous avez vraiment envie d'approfondir certains points. De toute façon, j'aurai
à travers mon intervention l'opportunité de vous renvoyer à certains chapitres de ces ouvrages, le cas échéant. Il existe, comme je disais, de toute manière, de nombreux autres ouvrages, et même parmi les ouvrages qui sont disponibles aujourd'hui sur le thème de la GRH, il y en a certains, il y en a d'autres qui ont été donc rédigés par des collègues de l'IAE aussi. Benoît Grasser et Florent Noël, par exemple, ont publié un ouvrage, un manuel de GRH donc chez Vuibert il y a quelques années, qui est d'un accès facile et qui recouvre là aussi la plupart des dimensions de la GRH qu'on évoquera ensemble. Donc je peux en faire aussi la publicité. Et puis de toute manière, il suffit de consulter sur les moteurs de recherche sur Internet et vous verrez qu'il y a de nombreux autres ouvrages qui sont disponibles. Alors il y a des ouvrages d'accès peut-être plus facile et moins onéreux dans les collections de poche. Je pense aux ouvrages donc de Patrick Gilbert, de Frédéric Pigère, qui doit être publié chez Duno. Il me semble, alors je ne l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que vous devez avoir, j'ai dû ajouter de mémoire sur le syllabus, vous trouverez aussi d'autres références bibliographiques, je pense que j'en ai cité 2, au moins l'ouvrage de Pigère, de mémoire, donc vous avez la référence précise. Et puis, l'autre, je ne sais plus, enfin, vous trouverez l'information sur le syllabus. Donc c'est pour vous donner une idée des ouvrages que vous pouvez éventuellement consulter donc pour approfondir certains points si vous le souhaitez. De la même façon, vous pouvez aussi obtenir pas mal d'informations en matière de GRH dans toutes les revues, dans les hebdomadaires, qu'ils soient professionnels ou académiques, dédiés donc à ces questions de GRH. Alors, dédiés plus spécifiquement à la GRH ou tout simplement des ouvrages ou des revues généralistes, comme je pense à Sciences Humaines, qui régulièrement proposent des articles qui peuvent intéresser donc les spécialistes de gestion des ressources humaines. Donc ça, c'est pour les revues, les mensuels généralistes. Plus spécifiquement, et juste pour que vous en ayez connaissance, sachez donc qu'il existe des hebdomadaires professionnels ou des mensuels professionnels qui vont aborder donc l'actualité de la fonction. Je pense notamment en tant que mensuel à Liaison sociale, qui est donc un mensuel dédié et beaucoup lu par les spécialistes des ressources humaines. Entreprise et carrière, c'est un hebdomadaire, donc c'est publié toutes les semaines, ça fait une dizaine de pages. Et là aussi, c'est plutôt donc pour un public de professionnels de la fonction RH. La revue personnelle, c'est la revue officielle de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, dont l'acronyme est ANDRH. Donc c'est la revue personnelle qui est la revue mensuelle. Donc la plupart des DRH de grandes entreprises sont membres de cette association et reçoivent mensuellement donc cette revue. Et pour ce qui concerne, donc ce sont ces 3 magazines ou revues sont des revues à caractère professionnel. Elles parlent de l'actualité juridique essentiellement, peuvent parfois aussi proposer des lectures un peu plus accessibles de certains travaux académiques, etc. Mais ça ne relève en aucun cas de sources universitaires ou académiques. Si vous êtes amené à un moment ou à un autre dans vos études, que ce soit cette année ou dans les années futures, si vous êtes amené à travailler sur une thématique de GRH, je vous invite plutôt à consulter des revues académiques dans un premier temps, même si vous pouvez, si vous voulez situer un peu les enjeux contextuels de votre problématique, donc vous appuyer sur des articles des revues professionnelles. En revanche, s'agissant de tout ce qui relève des travaux académiques, je vous invite plutôt à consulter donc soit la revue française de gestion, alors qui est beaucoup plus large que la GRH, qui propose des articles aussi en marketing, en stratégie, donc en finance et en contrôle de gestion aussi, par exemple, ou en comptabilité. C'est la même chose pour la revue gestion. En revanche, il y a une revue bleue qui n'est pas ici, qui n'est pas présentée ici sur mes slides, qui s'appelle la revue de gestion des ressources humaines, qui est la revue académique de référence s'agissant de la GRH.
Et puis vous avez la revue verte, donc, qui est présentée en bas à droite ici sur mon slide, la revue AdGRH, qui est aussi une revue. Alors celle-ci, elle a particularité d'être une revue numérique, donc normalement en open access et disponible sur Internet. Bon, cela étant, toutes les revues académiques en gestion, en général, hein, et en gestion des ressources humaines en particulier, sont aussi accessibles pour vous, puisque vous avez accès à toutes les bases de données bibliographiques disponibles au sein de l'Université de Lorraine. Donc en tant qu'étudiant, je vous invite à consulter, si vous êtes amené à faire des travaux plus poussés, donc à consulter ces revues de façon électronique en téléchargeant les articles en PDF. C'est vraiment très facile. Et je pense que vous savez tous faire ces recherches bibliographiques. Voilà, juste pour vous donner quelques références de façon à compléter éventuellement ce cours de pratique de GRH. Bon, là, je vous indique quelques sites internet dans la mesure où il existe une multitude de sites internet donc, qui sont dédiés de près ou de loin à la fonction ressources humaines. Là, donc j'en cite quelques-uns de ces sites qui sont surtout des sites professionnels. D'ailleurs, les sites, tous les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires que j'ai mentionnés précédemment disposent de leur site internet et parfois donnent accès à des articles directement en ligne. Ce n'est pas toujours le cas parce que ce sont généralement des articles, des journaux qui sont payants, dont l'accès est payant. Donc, mais il arrive parfois que vous puissiez quand même disposer de certaines informations de façon gratuite. Sinon, il y a voilà, des institutions qui peuvent, comme le Centre d'études de l'emploi, le CE, qui présente régulièrement des papiers, des articles de nature scientifique, pour le coup, sur tout ce qui relève du travail, de l'emploi, des ressources humaines. Il y a aussi tous les sites des entreprises, etc. Donc, on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, de toute façon. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous? Comment je vais vous évaluer sur ce cours de pratique de GRH. Alors, je vais certainement être obligé d'adapter donc les modalités d'évaluation au regard donc des conditions actuelles et surtout de cet enseignement à distanciel. Donc d'habitude, là je ne pense pas pouvoir être en mesure, mais vous en doutez bien, d'apprécier la qualité de la participation. Alors si, j'ai une possibilité, on va en discuter par la suite. Donc logiquement, ce que vous aurez certainement, puisque on va pouvoir le mettre en place à travers le distanciel, c'est un QCM, puisque de toute manière, il faut mettre en place, et c'est obligatoire maintenant, un système de contrôle continu. Donc vous aurez un QCM à mi-parcours. Donc mi-parcours, c'est-à-dire dans un mois, dans à peu près un mois et demi. J'ai dû avoir la date à un moment donné, vous l'avez peut-être vous de votre côté, enfin en tout cas on vous le confirmera. Mais attendez-vous d'ici quelques semaines, d'ici 4-5 semaines, à ce que je vous propose un questionnaire à choix multiples sur Arch. Et donc, je vous mettrai évidemment le lien, vous aurez accès assez facilement à ce QCM. QCM de mémoire, c'est un QCM qui dure une trentaine de minutes, donc ou peut-être même moins, je ne sais plus, je suis en train de confondre avec un autre QCM pour un autre cours. Non, je pense qu'il est même plus court. Enfin, je verrai à peu près les modalités, mais c'est sur un QCM assez court, avec au maximum une quarantaine de questions, qui porteront sur ce qu'on aura vu jusqu'alors, donc au cours des 4-5 premières séances du cours. Donc ça comptera soit pour moitié, soit pour 40%, tout dépend de l'ajustement que je ferai avec la participation, si je peux l'évaluer. Et puis, donc le restant, la note sera constituée donc, de cette note au QCM et d'un travail en groupe sur une étude de cas. Alors, là, ça va dépendre des conditions dans presque 2 mois. Si on a la capacité si j'ai la capacité d'assurer les
2 derniers TD en présentiel, ce qui est possible, on ne sait jamais, qu'on nous autorise à retourner donc sur les campus, évidemment en tenant compte des précautions d'usage. Eh bien, je serai en mesure de vous faire travailler en petits groupes par étude de cas. Et donc de vous soumettre une étude de cas et de vous évaluer sur l'étude de cas que vous m'aurez remis donc après, comme je le fais d'habitude, après avoir été dans une salle pendant 3 heures. Vous avez 3 heures en gros pour réaliser une grosse étude de cas en GRH. Et donc vous êtes par groupe de 4-5 en général. Maintenant, si on reste dans les conditions actuelles, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire travailler en groupe. Donc je serai obligé de trouver une étude de cas que vous pourrez réaliser seul, et c'est sur cette base-là que je vous évaluerai. Donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Je serai obligé de m'adapter en fonction des conditions pédagogiques du moment. Voilà pour les modalités d'évaluation qui vous attendent pour le cours de GRH. Alors la participation en classe, alors d'habitude, qu'est-ce que je fais? C'est que j'évalue la participation en classe parce que je propose aux étudiants, sur une base volontaire, sur une base du volontariat, un certain nombre de sujets sur lesquels ils peuvent intervenir donc une dizaine de minutes. Alors généralement, je faisais ça avant chaque cours, au cours des cours qui vont suivre, évidemment. Et donc, alors pas pour le prochain cours, mais le cours d'après, je proposais donc à des groupes d'étudiants de se porter volontaires et de présenter un sujet sur lequel ils auront travaillé, qui présenteront à l'ensemble de la promo. Et je leur, grâce à cet exposé, ils bénéficiaient d'un bonus, finalement une petite note de participation qui permettait donc d'obtenir un bonus sur la note de l'étude de cas. En gros, je pondérais leur note, en tout cas, ça ne comptait que pour un bonus. Ce qui veut dire que ça n'apportait, pour ceux qui n'intervenaient pas, ça n'avait aucune influence sur leur évaluation finale. L'évaluation finale était affectée uniquement lorsque les étudiants avaient fait la démarche de présenter un sujet et d'exposer un thème sur lequel ils avaient envie qu'on discute. Alors là, c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, c'est pas totalement impossible de faire ça à distance. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que certains d'entre vous prennent la parole à ma place en début de séance pour une dizaine de minutes sur un sujet. Alors là, c'est des exemples de sujets que j'avais proposés, mais d'autres sujets pouvaient être proposés par les étudiants eux-mêmes, à partir du moment, évidemment, où les sujets concernaient la fonction ressources humaines. On est d'accord, ou plus largement, tout ce qui relève du travail, de l'emploi, etc. Donc, vous voyez, ici, vous avez un exemple des exemples de sujets que vous pouvez soit reprendre ou pas. Et donc, si certains d'entre vous souhaitent intervenir à distance en prenant la parole, en projetant un PowerPoint et en traitant des sujets qui sont présentés ici, évidemment, ils sont les bienvenus et je pense que je peux, de la même façon, attribuer un bonus sur la note de GRH à partir du moment où certains auront fait l'effort de présenter de ces thématiques. Alors, globalement, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait intéresser certains d'entre vous? Sachant que c'est pas... Alors, vous pouvez le faire aussi par groupe. D'habitude, c'est par groupe. Là, évidemment, c'est plus compliqué. Sauf à vous retrouver la journée entre vous, ce qui est possible, évidemment, en portant un masque, etc., en respectant les distances. Bon, maintenant, vous pouvez tous disperser géographiquement, et ça peut être compliqué. Donc, je ne sais pas exactement comment ça peut s'opérer. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire de façon individuelle. Et donc voilà, est-ce que vous pensez que ça pourrait intéresser certains d'entre vous? Alors, si vous pouvez vous manifester. Ça doit durer combien de temps? C'est 10 minutes, c'est pas, il n'est pas nécessaire de faire un exposé de 30 minutes. L'idée, 10 minutes, 15 minutes maxi, l'idée c'est un peu d'ouvrir les débats
et puis d'enclencher les discussions, de stimuler les discussions. Donc ça peut être envisagé. Ok. Alors certains me répondent, il faut que je rouvre la conversation, je suis désolé, je ne sais pas si... je sais pas si vous voyez toujours mes slides d'ailleurs, quand je suis en ce mode de... Non, on les voit. Et vous avez plus de partage d'écran là? Non. D'accord, ok. Ouais. J'ai toujours un doute quand je switch d'une page à l'autre, enfin quand je passe d'une page à l'autre. Bon, ce que je vous propose, apparemment il y a certains qui pourraient être intéressés. Ce que je vous propose dans ce cas, alors vous avez vu, enfin vous avez de toute manière mon adresse email. Ce que je vous propose, pour ceux qui seraient intéressés, c'est de m'envoyer tout simplement un message en m'indiquant, donc si il y a un sujet qui vous intéresse, en m'indiquant le sujet qui pourrait vous intéresser. En fonction de ça, d'ailleurs, je fixerai les passages parce qu'il y a certains sujets qu'il faut qu'on aborde un peu plus tard parce que voilà, c'est lié à certaines de mes interventions. Donc il faut qu'il y ait quand même un lien avec ce que je vais évoquer lors de mes interventions. Donc je pourrais comme ça établir éventuellement un programme de passage en faisant la synthèse de vos retours. Est-ce que ça vous convient comme approche? Sachant que vous pouvez, si vous en avez la possibilité, parce que si vous n'êtes pas très loin géographiquement et vous pouvez retrouver certains de vos camarades, vous pouvez aussi présenter quelque chose à plusieurs. Alors, faire le travail à plusieurs, l'indiquer comme tel, et en termes de présentation, évidemment, la présentation ne pourra se faire que par un seul, ou en se passant aussi, c'est possible aussi de passer la parole à l'autre en passant d'un intervenant à l'autre. C'est vrai qu'on peut le faire aussi, même si vous n'êtes pas sur le même lieu au même moment. Ouais, ça vous paraît jouable? Donc l'idée, c'est que ça vous apportera un bonus pour ceux qui le font. Et puis, au-delà du bonus, et c'est aussi une manière aussi pour vous de vous exercer à la prise de parole, même si vous avez l'habitude maintenant, mais ça fait toujours du bien de s'exercer un peu à la prise de parole, et puis de travailler sur des sujets qui peuvent vous intéresser, évidemment. Alors, dans la mesure du possible, essayez de trouver des sujets qui sont un peu différents. Alors, vous voyez, il y a une première liste sur laquelle vous pouvez vous appuyer déjà. Maintenant, s'il y a d'autres sujets qui vous interpellent, tout est ouvert. Très bien. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc, j'attendrai vos propositions et puis on en reparlera lors de la séance prochaine. On refera le point là-dessus au cours de la séance prochaine pour voir comment on peut s'organiser et faire en sorte que le cours de GRH soit un peu moins barbant que ce qui pourrait être si jamais on restait sur 3 heures de cours magistral, par exemple. Alors, normalement, vous devez avoir retrouvé donc, mon partage d'écran, c'est ça? Oui. Oui. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe donc à la séance introductive et au premier thème qui va nous concerner, donc les contours de la GRH? Est-ce que vous avez d'autres questions, des remarques, des commentaires par rapport à ce que j'ai dit jusque-là concernant les modalités de ce cours, son contenu? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors peut-être en prenant la parole parce que j'ai plus si vous mettez, j'ai pas les commentaires sous les yeux. Moi j'ai une question. Est-ce que vous mettez à disposition les PowerPoint? Parce que je les annote sur iPad, du coup. Oui, alors j'ai prévu de les mettre à disposition, mais après chaque intervention. Alors je sais bien que pour certains d'entre vous, vous préférez les avoir avant, pour pouvoir prendre des notes directement dessus, etc. Alors en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles je préfère vous les donner après mon intervention. La première, c'est que je pense que c'est quand même bien pour vous de prendre des notes, alors qu'elles soient écrites ou directement tapées sur votre ordinateur, mais c'est quand même pas plus mal de prendre les notes vous-même. Ça vous permet aussi tout de suite un peu mieux appréhender le cours, enfin il me semble. Et puis la deuxième chose, c'est que sur mes slides, en fait, il y a toute une partie qui concerne la correction des cas. Donc, sur lesquels je vais vous demander de travailler. Donc, chacun de votre côté,
et sur lesquels on va revenir ensuite ensemble. Donc, pour certains d'entre vous, la tentation pourrait être forte d'aller directement aux réponses. Hein, et donc, ça n'aurait plus aucun intérêt que je vous propose l'étude de cas. Ou alors, il faudrait que je présente les PowerPoint en retirant les slides, ce que je peux faire. Hein, mais bon, voilà, donc par facilité, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Si ça vous semble indispensable de disposer des slides avant le cours, je pourrais éventuellement essayer de m'organiser. Sinon, de toute manière, vous aurez accès. Donc, je vous déposerai la présentation après chaque séance. Donc, vous aurez de toute manière accès aux slides. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres commentaires. Excusez-moi, bonjour. J'ai une question aussi à propos de l'exposé. C'est possible de vous envoyer par mail le sujet qu'on choisit et avec qui on se met? Oui, tout à fait. C'est ce que je vous disais. Hein. Le plus simple, c'est de m'envoyer par mail donc les informations, donc, à savoir qui constitue les étudiants concernés par le sujet que vous souhaitez aborder, et puis évidemment la nature du sujet. Vous pouvez m'envoyer ça par mail. Je compilerai tout ça, et puis ensuite j'essaierai d'établir un programme des présentations en fonction, donc, comme je le disais, de la thématique qu'on sera amené à traiter au cours de la séance. Voilà. Et on peut être combien par exposé à peu près, maximum? Alors, en présentiel, j'autorisais donc 4 à 5 étudiants. Hein. Vous voyez, c'était quand même assez large. Donc après, à vous de vous organiser. Ouais, mais bon, la difficulté, c'est que si vous commencez à être 4-5 et à prendre chacun un peu un temps de parole, on peut vite dépasser les 10 à 15 minutes de présentation générale, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Donc, en distanciel, il est peut-être préférable que vous soyez 2 ou 3 maxi. Je pense que ça peut être plus compliqué. Après, je vais voir en fonction des retours que j'aurai. Si vraiment tout le monde souhaite intervenir, évidemment, ça risque d'être compliqué parce que bon, l'année dernière, la promo, l'année encore avant, il y a 2 ans, ils étaient à peu près 50, donc ça se faisait assez facilement. On est passé à 70 et là, on est à plus de 90, si j'ai bien compris cette année. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça une fois que j'aurai vos retours. D'accord, merci. D'autres remarques, toutes questions? Apparemment non, donc eh bien écoutez, je vous propose donc d'aborder le premier thème qui renvoie donc, comme je le disais, au contour de la GRH. Donc on va, au cours de cette première séance, revenir un peu sur ce qu'on entend par gestion des ressources humaines. En revenant sur un certain nombre de définitions et puis en essayant de comprendre un peu ce que recouvrent ces définitions. Alors, dans une acception assez large de la GRH, on retrouve cette question de gérer des hommes au travail. Alors, qu'est-ce que ça signifie, finalement, gérer des hommes au travail? Ça renvoie déjà à la question de la gestion. Qu'est-ce que la gestion? Alors, vous avez eu un cours d'introduction à la gestion en première année d'économie-gestion, c'est même mon collègue Marc Salesina qui assure ce cours. Donc, vous avez eu un éclairage assez approfondi sur ces questions de gestion, et même par ailleurs, d'autres collègues ont dû intervenir et donner leur propre définition de ce qu'ils entendaient par la gestion. La gestion, c'est le pilotage d'organisation, c'est, si on reprend finalement les différentes dimensions identifiées par Fayol, tout ce qui est planification, organisation, coordination, contrôle, commandement, on peut ajouter, donc le fameux POC de Fayol. Tout ça relève de ce qu'on pourrait appeler la gestion. La gestion, c'est aussi effectuer des choix politiques, stratégiques. Alors, dans le cadre de la gestion des ressources humaines, ces choix stratégiques vont affecter en particulier la politique d'emploi à long terme, les politiques de rémunération que l'on veut définir. C'est aussi les questions d'organisation et de transmission du pouvoir, donc tout ce qui relève
de la hiérarchie, du management en général. Donc vous voyez que dans une perspective de GRH, la gestion, c'est effectuer des choix stratégiques, prendre des décisions qui vont relever un certain type de décisions, et en l'occurrence qui vont relever, par exemple, de l'emploi, des compétences, de la rémunération, des systèmes d'évaluation du personnel, etc. Donc gérer les hommes, c'est comme, j'allais dire, un peu gérer toutes les autres fonctions de l'organisation, c'est donc réagir, enfin, avoir des perspectives à long terme. Pardon. Donc c'est l'inverse de réagir à court terme. Et donc, gérer les hommes, ce n'est pas réagir à court terme et sans vue synthétique, c'est le contraire. C'est réagir, envisager le long terme et avoir une vision générale, synthétique de l'organisation. Donc c'est déjà un premier élément, un premier point sur lequel on peut insister quand on parle de gestion des ressources humaines. Donc, gérer des hommes au travail, c'est donc gérer un certain type de ressources. Alors attention, parce qu'il y a parfois des débats, des critiques sur la gestion des ressources humaines, parce que certains laissent entendre qu'on considère les hommes comme des ressources, au même titre que des ressources financières ou matérielles. C'est pas comme ça qu'il faut envisager la définition de la gestion des ressources humaines, quand on parle de ressources humaines. Il faut l'envisager plutôt comme la gestion des hommes qui disposent de ressources, qui ont des ressources qui vont permettre à l'organisation de fonctionner dans les meilleures conditions possibles, ou en tout cas d'atteindre les objectifs organisationnels. Donc, gérer les hommes au travail, ça implique gérer des ressources humaines, ça implique de gérer des hommes, donc dans un contexte particulier qui est celui du travail. Et le travail, c'est souvent une activité contraignante pour l'individu, alors qui peut, d'un point de vue sociologique, être valorisé, notamment par l'individu, et qui va permettre de structurer sa vie sociale. Bien souvent, les individus s'identifient aussi à ce qu'ils font, à leur métier, à leur profession. Donc, ça c'est le côté, j'allais dire, l'aspect positif du travail. Mais il y a quand même une dimension qui peut s'avérer très contraignante, notamment lorsque ce travail s'effectue dans le cadre d'un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de travail qui est passé entre un employeur et un employé. Et donc, on imagine assez facilement que, bien souvent, c'est une activité, le travail, qui est contraignante pour l'individu. Et donc, il faut gérer justement ces hommes au travail. Et il faut d'autant plus les gérer que ces individus vont obéir à des motivations différentes, c'est-à-dire chercher à atteindre des objectifs différents. Pour certains, le travail, c'est un moyen de subsistance parce que ça va lui permettre d'obtenir un revenu, un salaire qui va lui permettre tout simplement de manger, de se loger. Et pour d'autres, les motivations seront un peu différentes. Elles vont permettre d'obtenir un statut, de s'épanouir intellectuellement, dans la vie tout simplement. Donc, on voit bien que le travail obéit à des motivations très différentes d'un individu à l'autre. Et donc, il faut tenir compte de tout ça lorsqu'on est amené à gérer des hommes au travail et donc à faire de la gestion des ressources humaines. On ne peut pas gérer les ressources humaines comme on gère le domaine commercial, le domaine financier. Les hommes ne sont pas des objets bruts de calcul économique. Comme le citait, comme le disait Henri Bartoli, qui est un économiste français, les hommes sont moins maniables que les choses. Donc, quand on gère des individus au travail, on doit tenir compte de cette dimension sociale, de cette dimension individuelle, de ce que représente le travail pour l'individu. Et c'est seulement en tenant compte de ces éléments-là que l'on sera en mesure d'adopter les bonnes politiques d'emploi, les bonnes politiques de rémunération, par exemple. Donc la GRH, c'est la gestion des hommes au travail au sein d'organisations, c'est-à-dire au sein de groupes sociaux qui sont durables, en règle générale, et qui sont finalisés. Qui sont finalisés, c'est-à-dire qui ont des objectifs à atteindre, qui ont défini des objectifs, et donc ces hommes ont vocation à fournir des efforts en vue d'atteindre les objectifs organisationnels. Donc l'objet principal de la GRH, c'est de faire en sorte
que les individus qui constituent ces groupes sociaux, ces organisations, atteignent les objectifs que s'est fixé l'organisation. Ces objectifs peuvent être différents des objectifs individuels. Les objectifs organisationnels peuvent être différents des objectifs individuels. Bien souvent, d'ailleurs, ils sont différents des objectifs individuels. Et donc, ça nécessite de trouver des compromis, de négocier des conditions de travail qui peuvent être partagées par tous, comme peut être partagés aussi les objectifs de l'entreprise. Donc, vous voyez l'importance de la GRH et je vais dire ses spécificités par rapport aux autres formes de gestion qu'on connaît dans les organisations. Alors la GRH, elle renvoie à un certain nombre de paradoxes, dont certains que j'ai déjà évoqués indirectement. Alors quels sont ces paradoxes? On a d'un côté finalement des personnes qui travaillent dans l'entreprise, ce qu'on appelle les ressources humaines, et qui sont au cœur des organisations. Et ces personnes sont autant d'individualités avec leurs propres aspirations, avec leurs propres souhaits, avec leurs propres désirs, avec leurs propres objectifs. Donc, chacun a des objectifs, et donc la GRH doit tenir compte de ces objectifs individuels. Parce que d'autre part, donc, elle doit gérer le paradoxe, puisque d'autre part, les ressources humaines, comme les autres ressources de l'entreprise, sont l'objet de processus de gestion. Il est nécessaire d'établir un certain nombre de règles de fonctionnement dans une organisation, et c'est valable aussi pour donc, le fonctionnement et l'organisation des hommes au travail. Donc l'entreprise a des besoins, et il faut faire en sorte donc, de satisfaire les besoins de l'entreprise alors que les individus ont des objectifs individuels qui ne correspondent pas forcément à ceux de l'entreprise. Donc la GRH est à l'intersection de ces attentes-besoins. Des attentes individuelles qui peuvent être différentes des attentes de l'entreprise et des besoins de l'entreprise. Donc c'est toute la complexité de la gestion des ressources humaines. Alors pour revenir sur les objectifs du cours et par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur la gestion des ressources humaines et ses spécificités et ses paradoxes, l'idée du cours, c'est plutôt de vous fournir donc des repères pour analyser les outils et processus de gestion, élaborer des diagnostics. Alors pour ce faire, on s'appuiera sur des petites études de cas et on verra comment on peut réagir à certaines situations. Et d'ailleurs, chacun peut réagir de façon différente à certaines situations. C'est toute la difficulté de la GRH. Et proposer des pratiques, des politiques de GRH différentes, parce que les individus, nous sommes tous différents. Et chaque DRH est différent et va réagir d'une manière différente face à des situations données. Donc l'idée, c'est vraiment, à travers ce cours, de vous apporter quelques repères, parce qu'il y a quand même quelques repères, il y a quand même quelques pratiques à éviter, et il vaut mieux les connaître. Et puis aussi vous faire poser des questions sur l'utilité de certaines pratiques, leur mise en œuvre, et puis quel est le rôle du manager en général, au-delà du DRH évidemment, puisque si vous êtes amené un jour ou l'autre à encadrer des équipes, vous allez de toute façon être obligé de gérer des hommes au travail. La gestion des collaborateurs, même dans une petite équipe commerciale, nécessite de maîtriser un certain nombre d'outils et de repères pour bien gérer ses collaborateurs. En revanche, comme je le disais d'ailleurs en préambule, vous ne trouverez pas dans ce cours des pratiques universelles qui devraient s'appliquer dans toutes les situations, ni l'inventaire de la caisse à outils. Alors ça, il y a des outils de GRH qui existent. On en abordera certains, mais pas de façon exhaustive. Et pour et disposer de l'inventaire de la caisse à outils des pratiques de GRH, là, je vous renvoie au manuel qui existe et qui, en règle générale, pour certains d'entre eux, vous fournissent un inventaire de cette boîte à outils. Alors, un point de repère pour débuter, et avant qu'on aborde l'étude de cas que je vais vous proposer. Donc, si on reprend un peu donc les différents éléments qu'on a évoqués, on peut donc définir, parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment donné de définition de la GRH, mais c'est une définition parmi d'autres. Et la définition classique que je vous propose, c'est celle-ci, celle que vous avez sous les yeux. C'est que la GRH, c'est l'ensemble des moyens ou des activités qui permettent à l'entreprise de disposer des ressources humaines correspondant à ses besoins
sur le plan quantitatif et qualitatif. Alors il y a deux implications majeures de cette définition classique, qui est une définition, il y en a d'autres. Mais globalement, chacune de ces définitions renvoie aux mêmes implications. La première implication, c'est qu'on pourrait penser à travers cette définition qu'il s'agit ici d'une vision mécanique de la GRH, c'est-à-dire que la GRH serait vue comme une technique aux mains d'experts, ce qui est le cas parce qu'il existe quand même des experts de la fonction, mais ce n'est pas les seuls à intervenir. Il faut quand même donc cette définition avec un peu de recul et considérer que la GRH n'est pas uniquement aux mains des experts, qu'il y a un certain nombre de collaborateurs, d'acteurs sociaux qui vont intervenir sur certains éléments, pas sur tous, mais au moins sur certaines activités ou certains moyens de la fonction RH. Et puis la deuxième implication, c'est qu'il va falloir motiver les individus. Donc il y a énormément de travaux en GRH, énormément de pratiques qui ont pour seule vocation de motiver, de susciter l'effort, d'inciter les individus à fournir des efforts pour atteindre les objectifs organisationnels. Alors la nécessité de motiver les individus, elle se traduit par des réponses aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on rétribue? Comment on communique avec les collaborateurs? Quel rôle on attribue aux différents managers en matière de gestion des collaborateurs, etc. Donc, même si derrière cette définition, il y a vraiment, et ça c'est important quand même, l'idée que la GRH doit être un moyen de permettre à l'entreprise de disposer de ressources afin de satisfaire ses besoins, à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif. Alors sur le plan quantitatif et qualitatif, on imagine assez facilement que si on a besoin de recruter, évidemment, parce qu'il y a un manque de personnel, la fonction RH sera là pour assurer le recrutement des individus, mais pas seulement en termes de quantité, mais aussi il va falloir tenir compte de la compétence et des besoins en compétences de l'entreprise. Donc là, ça renvoie à toutes les pratiques de gestion prévisionnelle aussi, parce qu'on peut anticiper les besoins, puisqu'on est dans une perspective à long terme, stratégique. La GRH a une fonction politique en termes de définition des besoins futurs, et donc il y a tout un pan des pratiques de GRH qui visent à satisfaire et à anticiper les besoins à la fois quantitatifs et qualitatifs en matière de ressources humaines. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette définition de la GRH, sachant que vous trouverez une définition dans chacun des manuels que vous pouvez consulter, vous trouverez une définition différente, mais qui recouvre globalement cette définition classique, qui consiste à considérer la GRH comme un moyen permettant à l'entreprise de disposer des ressources qualitatives et quantitatives en ressources humaines, répondant à ses besoins. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je vous propose, alors peut-être qu'on pourrait même envisager de faire une pause. Attendez. Ah non, je vais pas. Ce que je vous proposais, c'est à la fois de présenter. Je vous proposerai une pause, mais un peu après. Ce que je vous propose, c'est de présenter le cas Saniprop. Alors, Saniprop, je vais devoir sortir de mon partage d'écran pour revenir sur le cas. Déjà, vous allez devoir me confirmer que vous avez bien accès à l'étude de cas. Alors, cette étude de cas que je vais vous présenter, voilà, alors, voilà, qui est ici, est disponible et accessible et téléchargeable sur Arch. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien accès à cette étude de cas? Oui. D'accord.
Alors bon, vous êtes 90, vous n'allez pas tous me répondre oui, mais apparemment, c'est le cas pour un grand nombre d'entre vous. Ok. Alors, si jamais certains d'entre vous n'ont pas accès à l'étude de cas, faites-moi plutôt signe. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas accès à l'étude de cas? Bon, manifestement, vous avez tous accès à l'étude de cas. Très bien. Alors, bon, l'étude de cas, je vais basculer en mode partagé. Enfin, je ne sais pas si j'y suis encore. Non, je n'y suis plus. Alors, cette étude de cas, elle est constituée en fait de deux volets. Donc, c'est un cas qui s'appelle SANIPROP. Vous devez donc vous laisser du temps pour prendre connaissance de ce cas. Je vais vous laisser alors, tout d'abord, je vous disais que ce cas était constitué de 2 volets. Le premier volet s'arrête au bout, alors j'aurais dû paginer, mais s'arrête après la question que vous retrouvez ici. Quels sont les principaux facteurs qui amènent le management des RH de SANIPROP à évoluer? Donc c'est une des questions que je vais vous poser. Donc je vais vous demander dans un premier temps de lire la première partie du cas. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pourrez prendre connaissance de la deuxième partie. Donc dans un premier temps, consultez uniquement les 4-5 premières pages du cas. Donc vous les lisez, je peux vous laisser une dizaine de minutes pour le lire. Et je vais vous proposer de travailler sur quelques questions afin de répondre donc, à ces interrogations sur les facteurs qui vont amener le management des ressources humaines de SANIPROP à évoluer. Parce que vous allez constater en fait qu'il s'agit d'une petite entreprise, enfin d'une PME qui se développe, tout simplement, et qui va subir pas mal de changements dans sa direction, et même dans sa politique de gestion. Et ça va avoir des répercussions en matière de GRH. Donc ce cas va nous permettre d'illustrer, me permettre d'illustrer finalement, justement les interactions entre la fonction RH et toutes les autres interactions, et toutes les autres fonctions, pardon. Et donc on va voir à travers ce cas donc, en quoi la fonction RH est essentielle dans la plupart des organisations. Et notamment dans le cas de changements organisationnels comme c'est illustré ici. Alors, je vous propose de rebasculer sur voilà, normalement vous devez avoir le cas donc sous les yeux, vous avez dû pouvoir le récupérer. Et donc la question qui est posée dans la première partie de ce cas que je vous demande de lire, c'est quels sont les principaux facteurs conduisant la GRH de SANIPROP à évoluer. Je vous demande de distinguer les facteurs internes et externes. Et pour vous aider un peu à repérer ces facteurs à la fois internes et externes, et pour vous guider dans la lecture, on peut aussi se poser un certain nombre de questions. Par exemple, quel est le rôle de la GRH dans cette entreprise? Est-ce qu'on retrouve les définitions classiques? Quelles sont les pratiques de GRH au centre de cette évolution? Quels facteurs incitent à repenser la GRH actuelle? Ça renvoie à la question qui était posée. Donc, je vous laisse ça à l'image, à l'écran. Vous devez avoir aussi l'étude de cas. Je vous laisse une dizaine de minutes pour lire le cas et je vous laisse en tout une vingtaine de minutes. Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est qu'on va... Je vais en profiter de faire la pause. Donc, en fait, on va se donner une trentaine de minutes. Vous pouvez faire une pause et puis ensuite lire le cas. Et je reviens vers vous. Attendez, là. Alors, ce qu'on va se donner, c'est qu'on se donne rendez-vous à 15h. Alors, vous ne déconnectez pas, hein, mais je reprendrai la parole vers 15h. Donc là, vous en profitez pour faire une pause, pour relire le cas et pour essayer de répondre aux questions. Et à 15h, on reprend notre échange sur le cas. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Allez, on fait comme ça. Donc moi, je vais couper mon micro et laisser l'image. Et puis, je vous retrouve dans une vingtaine de minutes.